La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. Aujourd'hui, à propos de la publication du 3e volume des œuvres d'Alain dans la collection de la Pléiade, édition Gallimard, La sagesse et les passions selon Alain, avec André Mauroy de l'Académie française et Jean Dutour. Un nouveau recueil publié dans la collection de la Pléiade complète le regroupement des œuvres d'Alain entrepris par les éditions Gallimard. Les lecteurs trouveront dans ce 3e volume, qui vient d'être publié après Les propos et Les arts et les dieux, tout d'abord Les idées et les âges, puis Les sentiments familiaux, Les aventures du cœur, Les souvenirs de guerre, Mars ou la guerre jugée, Souvenirs concernant Jules Lagneau, Abrégé pour les aveugles, des études sur Platon, Descartes et Hegel, publiés autrefois dans Idées, les 81 chapitres sur l'esprit et les passions, enfin les entretiens au bord de la mer. En les énumérant, on peut avoir l'impression que ces livres ont été groupés en vrac. En fait, ils manifestent par leur variété même cette liberté dont Alain avait besoin pour penser. Et puis, quand on lit ce recueil d'un bout à l'autre, on se rend compte que ce désordre apparent exprime de profondes nécessités, d'autant plus convaincantes qu'elles ouvrent leur puissante charpente logique et leurs perspectives sur des horizons explorés de fond en comble et dont Alain semble épuiser l'inventaire. Avec Les idées et les âges, on commence par exorciser quelques fictions métaphysiques. C'est un retour aux dieux qui terminait le précédent recueil. Dans la nuit qui nous entoure, est-il une lueur que nous puissions repousser, semble dire le philosophe. Ainsi, Alain commence par identifier, analyser ses propres étonnements, la nuit, le sommeil, la sibylle, le rêve surtout, ces rêves qu'il a toujours jugés étranges et même un peu étrangers, mais qu'il a néanmoins voulu rattacher à son monde, à la vie normale, avec cette persuasion que tout sert, que tout a un sens, et que l'expérience du réel est d'autant plus manifeste que les moindres moments de la vie ont été acceptés. Oui, tout sert, même ce qui reste une énigme, et que le philosophe s'efforce de dissiper par la nature des rapports que ces états indistincts entretiennent avec les formes les plus pures et les plus conscientes de l'entendement. Les images folles sont au fond une tentative maladroite de l'homme pour trouver un équilibre et une objectivité dans un univers qu'il domine mal et qu'il ne fait qu'entrevoir. L'être des commencements est, comme le disait Hegel, l'être des lointains, mais cet être des lointains, quand on le replace dans toute l'expérience humaine, nous fait saisir tous les mécanismes et aussi tous les pièges de cette observation de soi dans le monde et de cette observation du monde hors de soi qui marque le double mouvement de l'action et de la pensée humaine. Après la manière dont l'homme rêve le monde et y cherche la lumière et sa lumière, la façon dont il y fait sa place, par des relations de voisinage, d'entourage, qui répondent aux passions et aux sentiments. Ce sont cette fois les sentiments familiaux et les aventures du cœur. Puis la guerre qui marque la reprise et le triomphe des passions dans le groupe humain contre toute tentative d'assignation morale et la réaction du corps social sur lui-même, comme s'il n'était plus qu'un champ d'énergie désordonnée, turbulente. Cela tout en camouflant par quelque idée de valeur humaine, courage, honneur, qui font la réconciliation avec la pensée universelle, toujours mise en éclipse dans l'histoire humaine, mais aussi toujours célébrée jusque dans ses maléfices. Les souvenirs concernant Jules Lagneau marquent l'entrée du sage. Le sage, ici, comme le dit André Bridoux dans sa préface, c'est l'homme libre. L'homme libre, c'est l'homme qui se libère de tous les mécanismes, de tous les fantasmes, de tous les préjugés, par de nouvelles synthèses, au lieu de mettre sa liberté à nier la liberté des autres, comme l'homme de Mars. Cette liberté, comme puissance de contemplation et de création et d'affranchissement de l'universalité humaine, s'exerce d'abord par la perception qui conditionne le monde dans son extériorité, au lieu de livrer le monde à la turbulence et au rapport univoque de l'intériorité. Les voies de la philosophie, sous sa forme la plus immatérielle, avec Platon, la plus volontaire avec Descartes, la plus expérimentée et la plus progressive avec Hegel, sont désormais ouvertes, et les 81 chapitres sur les passions retrouvent la spécificité de tous les comportements et les idées humaines, mais cette fois appréhendées dans la réalité totale de la pensée,
comme multiplicité d'un être transcendant, qui n'est autre que la volonté humaine et sa souveraineté sur le monde, si terrestre soit-il, puisqu'il n'est traité dans ce livre que des notions communes, comme l'écrit Alain dans sa dédicace. Enfin, les entretiens au bord de la mer sont à la fois une rêverie sur l'entendement pur, où Alain exauce le rêve ou s'exténue ce qu'il y a de plus impondérable dans sa réflexion, et également une méthode de la connaissance conçue à la fois comme une fonction cognitive contre la perception et comme attitude réalisante contre les séductions de la logique verbale qui laisse trop la bride à l'esprit. Au fond, le phare, le belvédère du philosophe, n'est pas l'infini, mais la roue, le mouvement, le temps, l'étendue, etc. Tel est l'ordre de ce livre admirable que Georges Bénézet a disposé avec une évidence qui nous fait sentir toutes les pages, tous les mots, pour qu'il s'en dégage une immense philosophie de la nature, de l'homme, de la société, de la morale, de la métaphysique. C'est cet ouvrage que André Mauroy et Jean Dutour ont bien voulu accepter de présenter à nos auditeurs. Et j'aimerais que André Mauroy nous dise quelle est l'importance pour lui de ce 3e volume des œuvres complètes d'Alain, publiées dans la collection de la Pléiade. Pour moi, les 3 volumes de la Pléiade sont également importants et ils constituent ensemble, je crois, une des sommes les plus extraordinaires, les plus complètes que jamais homme ait construites en sa vie. Je crois que Alain est le grand penseur de notre temps et pour mon compte, je le mets au-dessus de tous les autres philosophes ou écrivains épris de philosophie. J'admire beaucoup Valéry, mais je trouve qu'Alain allait beaucoup plus loin que Valéry dans son intelligence de la condition humaine. Et vous croyez que justement cette universalité d'Alain n'a pas du tout nui à la profondeur de sa pensée? Je veux dire que les plans d'attaque chez lui sont extrêmement différents, beaucoup plus larges au fond que la méthode de Valéry, qui est au fond une méthode assez monacale de spécialisation, et que cette variété quand même de champs d'attaque, de points de départ, n'a pas nui du tout à l'unité de la pensée, parce que c'est souvent au fond le reproche qu'on fait à Alain, c'est de manquer de système. Eh bien, je ne le crois pas. D'abord, je ne crois pas qu'Alain manquait de système, et j'ai même essayé de définir le système d'Alain dans un petit livre sur lui. Mais surtout, je crois que ce qu'était Alain, c'est un homme en face de l'univers. Et quel que soit l'aspect de l'univers en face duquel il se trouvait, une armée pendant la guerre, un amour dans les aventures du cœur, la métaphysique dans les entretiens au bord de la mer, c'était toujours le même homme qui attaquait de la même manière la même réalité. Oui, et d'ailleurs, c'est une attitude tout à fait originale à son époque, quand on pense quand même que la philosophie de Bergson est une philosophie sur de la philosophie. Il est évident qu'on trouvera bien dans ce volume des méditations sur Descartes, sur Hegel ou sur Comte, mais elles viennent après coup, et le point de départ, ce sont les états les plus naturels, les plus immédiats, les plus spontanés de la conscience humaine, de l'expérience humaine, et je crois qu'il faut retenir sur tout cela de ce livre, c'est l'idée d'un ouvrage de philosophie composé à partir d'expériences immédiates, de notions communes. Maintenant, je sais que Jean Dutour lit régulièrement Alain, qu'il regrette de n'avoir pas eu Alain comme professeur. J'aimerais qu'il nous dise quel est le profit qu'il a pu tirer de la lecture de ce livre. Eh bien, vous savez, il se passe pour moi avec Alain ce qui se passe ordinairement avec les gens lorsqu'ils sont en face de quelque chose qu'ils aiment beaucoup et qu'ils connaissent très bien. Ils savent très mal en parler. Pour moi, Alain, c'est une expérience à peu près quotidienne, car je crois bien, depuis que j'ai fait connaissance avec cet esprit admirable et si profond et si divers, je crois bien que jamais je n'ai laissé passer un jour sans lire un propos, sans lire un chapitre de Minerve ou de la sagesse ou de Mars ou de l'histoire de mes pensées. Pour moi, Alain, c'est véritablement non seulement un penseur complet, et je prends ce mot dans ce qu'il peut avoir de plus beau, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est penché sur tous les aspects de la nature, et c'est aussi un merveilleux écrivain. Je ne puis jamais penser à Alain sans me dire que c'est véritablement le Montaigne de notre temps. Mais un Montaigne encore plus grand que Montaigne, un Montaigne beaucoup plus vaste, dont les essais ne tiendraient pas 1000 pages comme ceux de Montaigne, mais 10 000 et seraient toujours aussi passionnants, quelque sujet qu'il y soit envisagé. Vous croyez que la différence d'importance tient à l'ampleur de l'œuvre et à l'abondance d'ouvrages qu'Alain a pu écrire? Bien sûr que non, mais enfin...
à qualité égale une œuvre de 10 000 pages, puisque je m'excuse de prendre des chiffres, mais enfin, une œuvre de 10 000 pages est plus vaste qu'une œuvre de 1000 pages, il n'y a plus de choses. Ce qui me semble surtout intéressant dans cette opposition Montaigne-Alain, c'est le fait que Montaigne est parti de l'opinion, est parti de sa bibliothèque, a essayé de mettre un peu en ordre cette espèce d'immense corps de savoir que très rapidement, dès le XVIe siècle, la librairie avait pu constituer, puisque toutes les œuvres ont été publiées au XVIe siècle, dès l'invention de l'imprimerie, et qu'il fallait évidemment mettre un peu d'ordre dans tout cela. Oui. Seulement, alors chez Alain, justement, il y a toujours quand même un effort pour ne pas céder à l'opinion, pour voir au contraire comment l'opinion se forme. C'est une critique de la connaissance dans cette mesure. Bien sûr, mais enfin, il y a aussi chez Alain une immense somme de savoir, d'une part, et puis il y a d'autre part cette vie humaine constamment occupée à regarder la nature, à la décrire et aussi à aller constamment au fond des choses. Oui, de ce que vient de dire Jean Dutour, je retiendrai un certain nombre de choses. D'abord, il est vrai qu'il y avait chez Alain une somme immense de savoir. Et puis ce qu'il y avait de très curieux dans ce savoir, c'est que Alain n'essayait pas du tout d'être l'homme qui sait les choses sous la dernière forme qu'elles ont prise. Par exemple, Einstein ou la physique atomique moderne l'intéressait moins que la marche de la découverte des connaissances. Il disait l'enseignement doit être résolument retardataire. De même qu'on dit qu'il faut que l'ontogénie reproduise la phylogénie, il faut qu'un enseignement reparte des premières démarches de l'esprit humain et arrive à rejoindre ce qu'on a trouvé en notre temps. Il ne faut pas commencer par étonner les gens par des miracles en leur disant qu'il y a des trous dans l'espace. Il faut commencer par leur expliquer ce qu'était l'espace pour les premiers hommes qui ont essayé d'y penser. Ça, c'est un premier point. Une autre chose qu'a dit Jean Dutour, qui me paraît importante, il a attiré l'attention sur le style d'Alain. Et je disais tout à l'heure, Alain, c'est un homme en face de la nature. Alain a toujours dit que le style, c'est la marque de l'homme sur le langage. C'est une espèce de griffe de l'homme qui s'applique sur le langage. Or, ça n'est nulle part plus vrai que chez Alain. Quoi qu'écrive Alain, qu'il parle de la guerre ou de son maître l'agneau ou de l'amour dans les aventures du cœur, le style est toujours le même et c'est toujours l'homme lui-même. D'ailleurs, le langage, je crois, était pour lui très important, en ce sens que le langage, c'est le refuge de toutes les conventions humaines, et dans la convention, il faut entendre l'idée d'un certain équilibre, donc une possibilité d'entente, de conciliation entre les hommes, et on peut critiquer, on peut mettre en charpie le langage, on peut le raisonner, on peut discuter sur lui, mais il faut quand même d'abord l'accepter, sinon on n'est pas compris. Oui, et en outre, il attirait l'attention sur le fait que certains mots ont plusieurs sens, et qu'en pensant à ces différents sens, on éclaire les notions différentes. Par exemple, le mot « cœur », il disait que le fait que le mot « nécessaire » signifie à la fois ce qui est indispensable et ce qui ne peut pas ne pas arriver, éclaire la nature du destin. Je voudrais parler d'une petite préface qu'Alain a faite pour un recueil éventuel de morceaux choisis de ses ouvrages. Ces morceaux choisis, il les avait lui-même choisis, ils n'ont pas été publiés de son vivant, ils l'ont été très récemment. Et dans cette préface, qui était restée inédite jusqu'à il y a seulement quelques mois, il dit ceci. « Je prie le lecteur, enfin je m'excuse, je cite de mémoire, c'est beaucoup mieux dit que je ne le dirai. Je prie le lecteur de bien regarder, il ne verra aucune idée originale dans tout ce que j'ai écrit. Et si par hasard il en trouve une, je la désavoue ici solennellement. » Et je trouve que ça, c'est une façon charmante, très modeste, car c'était un homme d'une modestie délicieuse, c'est une façon très modeste d'éclairer un certain aspect de son génie. Alain a réfléchi sur tout, il a tout regardé au microscope, il a retourné toutes les idées dans tous les sens, et de la sorte, il a reparcouru les multiples, les innombrables chemins que la pensée des hommes a parcourus depuis 10 ou 15 000 ans. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à donner ce tableau absolument prodigieux, tellement divers, tellement passionnant que l'on trouve dans tous ses ouvrages de la nature, de l'homme et même de la divinité. Ce qui apparaît surtout dans ce dernier volume, c'est d'une part le psychologue, l'homme qui a travaillé sur les passions humaines, les passions entendues dans leur sens d'ailleurs le plus large, puisque ça couvre aussi bien la passion militaire que les passions du cœur, et puis le sage. Dans sa préface, André Bridoux note que Alain, dans une certaine mesure, pourrait, auprès des philosophes, passer pour un moraliste. Sous-entendu, il peut passer pour un homme qui n'est qu'un moraliste, pour un philosophe qui n'est qu'un moraliste. Je crois que nous pourrions maintenant montrer combien, au fond, dans son système, tout ce qu'il a pu écrire sur ce qui est
Le champ d'action du moraliste, c'est-à-dire les passions, est lié au fond à une vision du monde, à une théorie de la perception. Eh bien, ceci apparaît très clairement dans un des ouvrages qui sont dans ce livre, Les entretiens au bord de la mer. Les entretiens au bord de la mer, c'est une conversation très platonicienne entre un certain nombre d'hommes qui vivent au bord de la mer pendant des vacances et qui s'entretiennent de ce mouvement des vagues, de ces spectacles de la mer et de ce qu'ils révèlent au sujet de la nature de l'univers. Et peu à peu, de cette contemplation, d'une théorie de la perception liée à ce spectacle lui-même, sort une métaphysique. Et c'est cette métaphysique qui va être la base de la morale exprimée dans les aventures du cœur ou dans l'esprit et les passions. Il y a une chose encore qui rapproche Alain de Montaigne et qui fait que, dans une certaine mesure, il n'a pas véritablement la démarche d'un homme du XXe siècle, c'est son extraordinaire naïveté. Parce que cet homme qui était l'intelligence même, et quand on dit intelligence, on a l'impression d'être bien en dessous de la vérité encore, cet homme abordait absolument tous les sujets avec un œil parfaitement neuf, c'est-à-dire qu'il voyait jusqu'au fond et qu'il voyait des prismes et des irisations étonnantes. Et nous aurions un exemple d'ailleurs à citer et que nous pouvons prendre dans ce 3e volume de la Pléiade, c'est la partie sur ses souvenirs de guerre, puisque ces souvenirs de guerre, au lieu d'être des souvenirs au fond assez lugubres, assez désespérés, assez sceptiques, ce qu'on aurait pu attendre d'un philosophe faisant l'expérience de la guerre et la faisant rudement à 45 ans, dans des conditions très difficiles, eh bien pas du tout. Ces souvenirs de guerre, au fond, nous montrent la naissance d'un Alain qui se tourne vers les beaux-arts, qui commence à s'intéresser aux reproductions du musée du Louvre et qui commence à faire son chemin dans la peinture. Et en effet, c'est pendant la guerre qu'il a écrit entièrement le système des beaux-arts. Et puis, cela nous montre aussi la naissance d'un homme qui ne s'est guère exprimé que là. C'est une sorte de Saint-Simon. Car quand il parle de ses officiers qui lui apparaissaient comme des êtres étonnants, il n'avait jamais rien vu de tel, il en parle comme le ferait Saint-Simon ou le cardinal de Retz. Et d'ailleurs, il faut dire que la qualité même des conversations qui sont reproduites dans ces souvenirs de guerre, quel que soit l'endroit où ces conversations ont été recueillies, dans un gourbi, dans un fond de tranchée, ou messe, c'est toujours d'une qualité extraordinaire. Oui, et cela montre à quel point un philosophe peut grandir les êtres qui sont autour de lui, car il est probable que ces sergents Fourier et ces capitaines n'auraient pas donné cela avec un autre qu'Alain. Et ce qui me paraît aussi bien intéressant, si nous passons alors au livre suivant, à Mars ou la guerre jugée, on s'aperçoit combien l'idée de Alain sur la guerre est profondément originale, et aussi tout à fait naturelle, puisqu'elle est sortie, on peut le dire, de l'Iliade, l'idée que la colère est une chose fondamentale aux hommes. Il y a des moments où les groupes humains perdent complètement la tête, on n'y peut rien, c'est des grandes forces inévitables qui se déchaînent. Ce qu'il faut, c'est ne pas vouloir que ces forces brusquement éclatent, sinon, si on le veut, la force est décuplée. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir un idéal patriotique, parce que l'idéal patriotique, au fond, c'est bien inutile lorsqu'on est à la guerre, puisque la guerre engendre la guerre. C'est pas la peine de mettre de la poudre dans la poche des soldats, ils en ont assez dans leur gibecière. Enfin, il me semble que tout cela est... Oui, dans tout ce que vient de dire Cyprio, on discerne très bien le procédé habituel d'Alain, c'est-à-dire le départ d'une grande notion simple comme la colère, et de degré en degré, comme Descartes, aller jusqu'aux notions les plus compliquées et les plus subtiles. Oui, et le tout quelquefois résumé en deux très simples apologues. Par exemple, deux poltrons se rencontrèrent sur un pont très étroit, il y eut du sang. Voilà l'origine de toutes les guerres. Oui, oui. Et il faudrait peut-être, pour terminer, dire un mot sur cette fin des entretiens au bord de la mer, cette idée de la mort que le sage accepte avec tellement de résignation. Il faut mourir, tout le monde est mort, Lucrèce est mort, Spinoza est mort. C'est cette espèce de rappel des grands hommes qui sont morts, et l'idée que ça pourra être un refuge pour l'homme tout chétif, tout isolé, qui se trouve dans ce moment du temps. Et puis aussi l'idée que toute pensée est éternelle, toute pensée est immortelle, mais est immortelle à sa place, au moment où elle est formulée. Donc immensité et modestie en même temps. Oui, certainement. Et alors pour nous qui avons été les témoins des derniers jours d'Alain, moi j'allais le voir régulièrement dans sa petite maison du Vésinet, et je l'ai vu tout proche de la mort,
Et j'ai constaté que l'homme vivait ce qu'il avait enseigné. Alain n'avait aucune peur de la mort. Et bien qu'il souffrit énormément, il avait des rhumatismes déformants qui devaient le faire souffrir beaucoup, il a toujours gardé jusqu'au bout la plus parfaite sérénité. Complétons ce portrait de Alain philosophe que viennent d'esquisser M. André Mauroy et M. Jean Dutour par un portrait du plus ferme et du plus résolu des philosophes, Descartes, tracé par Alain avec l'attention et la rigueur que lui inspirait son modèle. Ce texte est extrait des Idées, un ouvrage d'Alain publié autrefois chez Hartmann et qui fait partie de ce 3e volume de la Pléiade, La sagesse et les passions. Ce texte va être lu par Christian Lude. L'homme est d'une belle époque et qui n'a pas encore appris l'obéissance. L'ordre n'est point fait. En toute l'Europe, c'est comme une immense guerre civile où chacun se bat pour son compte. Et même la mathématique ressemble à une guerre de partisans où les plus habiles essaient quelques bottes secrètes. Tout homme est d'épée, d'entreprise et choisit son maître. Nul ne trouve alors devant soi de ses devoirs tout écrits qui de nos passions font sagesse. Il faut prendre parti. Descartes participe à ce mouvement. Il ne s'en étonne point. Ce voyageur, ce militaire, cet homme de main ne nous est guère connu. Mais ce que nous savons de sa vie, quoique purement extérieure et sans aucune vue sur les mouvements secrets, ne nous permet pas de l'oublier. Nous savons qu'il servit comme volontaire sous Maurice de Nassau, bientôt prince d'Orange, qu'après 2 ans, il passa à l'armée du duc de Bavière. 2 ans plus tard, on le retrouve sous les ordres du comte de Bucquoy, et qu'il suivit vraisemblablement jusqu'en Hongrie. Enfin, après 6 ou 7 ans de libre voyage, il se trouve en spectateur au siège de La Rochelle, et il reprend le service dans l'armée du roi jusqu'à la victoire. Voilà du moins la légende, telle qu'on la trouve dans Baillet. Il y a bien de l'incertitude dans ces détails, et même les historiens rejettent le dernier épisode, prouvant que Descartes venait d'arriver en Hollande au moment où La Rochelle fut prise. Toutefois, il faut dire que cet épisode n'aurait pas été inventé ni cru s'il ne s'était accordé au personnage. Et dès que l'on veut connaître le caractère, les mœurs et les mouvements d'un homme, la légende n'est pas à mépriser. Ce n'est donc point ici un clerc douillet, mais un homme vif et dur, impatient de délibérer, qui décide, qui tranche, qui se risque. Si lentes que fussent les guerres en ce temps-là, et quoiqu'elles laissassent du temps pour la curiosité et du temps pour la réflexion, elles étaient fort brutales à des moments. Nous ne savons rien de Descartes combattant, si ce n'est que la tradition nous rapporte de lui 2 mouvements très militaires. On sait que Descartes, passant dans la frise occidentale sur un bateau avec un seul domestique, devina un complot des bateliers, soudain tire à l'épée et les tint en respect. Il avait alors environ 25 ans. Un peu plus tard, et près de ses 30 ans, on raconte qu'il se battit contre un rival en présence de dames, à l'une desquelles il faisait sa cour, et que, l'ayant désarmé, il lui fit grâce. C'était le temps des duels, et Descartes, faute d'une parade, aurait très bien pu mourir en une sotte querelle, comme mourut Sévigné. On aime à savoir qu'un sage se distingue des autres hommes, non par moins de folie, mais par plus de raison. Au reste, le lecteur trouvera dans le discours de la méthode, sous le titre « Quelques règles de la morale tirées de cette méthode », une doctrine de l'action à laquelle il ne manque rien. Descartes, perdu en une forêt, et n'apercevant aucune raison de suivre un chemin plutôt qu'un autre, Descartes choisit pourtant, s'en tient à ce qu'il a choisi, comme si ce qu'il a choisi était le plus raisonnable. Et par cette fermeté et cette suite, par cette fidélité à soi dans l'exécution, sauve ce choix de hasard et le fait bon. Cette célèbre image, si nous la considérons assez, doit nous faire retrouver la démarche et même le geste de l'homme qui sut le mieux douter quand il fallait, croire quand il fallait, et toujours s'assurer de soi. Il est bon de dire ici que cet homme décidé dormait beaucoup et restait volontiers couché, même sans dormir. Ces contrastes, ces loisirs sans mesure, cette sorte de paresse que chacun emploie comme il veut, sont propres à la vie militaire et font scandale au contraire dans les travaux de la paix. Descartes, dès le collège, échappait par faveur à la règle commune. Qu'il se soit jeté ensuite et par choix
dans l'existence militaire, cela étonnerait si cette existence était la plus strictement réglée qui soit. Mais il n'en est rien. La vie militaire se règle en réalité sur les nécessités extérieures. On peut penser que Descartes a toujours supporté sans peine les contraintes de l'événement pur, mais qu'il supportait fort mal les autres. Nous voilà à tenter de comprendre ce solitaire et cette existence volontairement exilée. En ses jeunes années, il fut quelquefois homme de société. À 2 reprises, il vécut à Paris comme on vivait, goûtant fort la conversation, la musique et tous les honnêtes divertissements. Mais il n'y était jamais régulier, se cachant tout à coup en quelque faubourg. Ses amis le retrouvaient par hasard et le ramenaient, semble-t-il, sans peine. Ces traits ne sont point d'un misanthrope. En ses voyages qui, au sortir de ses campagnes militaires, le conduisiront à toutes les parties de l'Allemagne, dans les Frises, en Hollande, en Angleterre, en Italie. Nous le voyons marcher à petites journées, s'arrêter où il se plaît, rechercher tous les spectacles de la nature, et aussi le spectacle humain. Couronnement à Francfort, jubilé à Rome. Et même dans les 20 années qu'il passa ensuite en Hollande, il changeait encore de lieu fort souvent, toujours bien logé, bien servi, ayant jardin et chevaux pour la promenade, enfin liberté et loisirs, les plus grands biens à ses yeux. Même le plus humain en lui fut en dehors de l'ordre, comme cette Francine, sa propre fille, qu'il éleva jusqu'à l'âge de 5 ans, comme eût fait une mère, qu'il perdit et qu'il pleura. Quel homme n'admirera, non sans un peu de frayeur peut-être, cette existence appuyée seulement sur elle-même, repoussant et attirant selon ses lois propres tous les esprits en travail. Ce roi d'esprit, qui traitait en égal avec la princesse Élisabeth, et que la flotte suédoise attendait aux Zuiderzée, jusqu'à ce qu'il lui plût de partir pour le froid pays où il devait mourir, reçut dans sa solitude, vers ses 49 ans, un cordonnier du nom de Rembrandt, ce bon mathématicien qui se fit connaître plus tard comme astronome, et avec qui il s'entretint plus d'une fois. C'était Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. Aujourd'hui, à propos de la publication du 3e volume des œuvres d'Alain dans la collection de la Pléiade, édition Gallimard, La sagesse et les passions selon Alain, avec André Mauroy de l'Académie française et Jean Dutour. La semaine prochaine, Les jardins des dieux et des hommes de Louis Hautecoeur, édition Hachette, avec René Louis et Louis Hautecoeur de l'Institut.